Salut à tous, petit cas MVP. Alors quand je dis petit, vous le savez peut-être, pour ceux qui ont déjà regardé quelques vidéos, il est possible que ce soit un peu long, c'est possible, c'est comme ça que ça se passe avec KMVP, parce que pas de cut, pas de montage, on évite les mensonges aussi, du moins si je mens, c'est que je ne le savais pas, j'en suis désolé, mais je ne pense pas, du moins je dis les choses qui me semblent réelles, et puis pas de cut, pas de montage, tout est brut, voilà c'est ça, j'oubliais la fin du petit jingle KMVP qui malheureusement n'a pas de musique. Ça pourrait être peut-être intéressant que je balance un peu de musique, pourquoi pas, puisque justement en plus je sais produire la musique. Bon, enfin bref, ça n'est pas pour raconter ça que je fais ce KMVP. J'étais en train de réfléchir, alors petit café et petite clope comme d'habitude, hein, j'étais en train de réfléchir au problème Macron. Je me disais quel est le problème avec ce personnage. Parce que vous, comme vous avez pu le remarquer, là, depuis qu'il est repassé, alors je pense personnellement, je fais beaucoup de digressions, hein, excusez-moi, c'est KMVP, je pense personnellement que je vais pas m'amuser à faire des vidéos sur Emmanuel Macron pendant 5 ans, parce que de toute façon, on connaît le personnage, on sait à qui on a affaire, et on sait un peu la manière dont il utilise son mandat de président de la République et les tenants aboutissants de ce qu'il souhaite faire. Mais la question que je me posais, comme vous avez pu le constater depuis qu'il a été élu, et juste avant son élection, il a été obligé d'aller rencontrer la populace, le peuple. Et comme vous pouvez le voir, on a à peu près deux pôles, en quelque sorte, chez ce personnage. Ce qui est d'ailleurs relativement étonnant sur le plan psychologique, je trouve. Il y aurait plusieurs analyses à faire là-dessus, je pense, mais je n'en suis pas encore là. Et quand vous voyez le personnage qui va au-devant de la foule, puisqu'il y a été obligé pour faire sa petite semaine de campagne présidentielle, et que maintenant, depuis qu'il est élu, il a l'air soulagé, hein. Moi, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, il a quand même, il a une attitude, une gestuelle, une attitude de visage qui est, on sent le soulagement. Personnellement, j'ai trouvé que son intronisation numéro 2 était relativement crispée avec sa femme, et les pseudo-enfants, je ne sais pas trop ce qu'ils symbolisaient derrière. Je ne sais pas, peut-être le futur de la nation. Personnellement, je n'ai pas très bien compris cette arrivée. Mais enfin bon, c'est pas pour vous dire ça, c'est pour essayer de trouver une explication, une analyse, puisque je vous le rappelle, j'ai une formation assez importante en psychologie, donc voilà, je le dis, pour ceux qui n'auraient pas regardé d'autres vidéos et ne seraient pas au courant. euh, le problème, c'est qu'on retrouve une sorte de bipolarisation, je dirais. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est bipolaire, mais je dirais que dans sa façon d'exercer et de se mettre en scène et de se montrer, il y a une forme de bipolarisation, car lorsqu'il va voir la populace, du moins maintenant qu'il est un petit peu plus détendu et qu'il a gagné sa seconde élection, vous pouvez remarquer par vous-même qu'il a l'air super sympa et super cool. Du moins, on peut pas dire enfin, tout dépend un peu des questions qu'on va lui poser et de la manière dont on va lui parler aussi. Et aussi les sujets qu'on va traiter. Et justement, je vais un petit peu y venir. En fait numéro un, eh bien, on peut observer un personnage qui va au-devant des gens, relativement sympathique, qui n'hésite pas à se... Bon, apparemment, il aime bien se coller, hein, on l'avait déjà vu ça par le passé, mais qui n'hésite pas à se mélanger, on pourrait dire carrément, à se mélanger avec la population. Bon, bref, je ne vais pas trop développer, vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. On a un personnage qui paraît accessible. Si on s'en tient uniquement à la représentation visuelle du personnage, il paraît relativement accessible, il paraît sympathique, il paraît dans le dialogue, dans l'écoute, enfin bref, euh, un président qu'on aimerait avoir finalement. Euh, mais néanmoins, alors voilà, donc ça c'est le premier point, mais néanmoins, dans son exercice particulier du pouvoir, on ne va pas redéfinir tout ce qu'il a fait pendant ces 5 ans, mais je vais y venir sur les plus grands points, les plus grands thèmes. Dans l'exercice de son pouvoir, on a un côté qu'on pourrait quasiment qualifier d'inversé. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, entre ce qu'il montre et ce qu'il veut paraître, il y a une forme de fossé, voire de canyon, avec ce qu'il fait et les choses qu'il met en place par la suite
dans sa fonction de pouvoir. Donc, à partir de là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qui est-il? Parce que, vous voyez, moi, comme tout le monde, bien que j'ai, je pense, mentalement, une sorte capacité d'analyse qui me permet parfois de voir des sens cachés de par ma formation, et puis bah, aussi mes expérimentations de ma vie personnelle et tout cela. Euh, euh, je pense que il y a un problème quelque part avec ce personnage. Alors c'est pour ça que je vais intituler la vidéo Qui est Emmanuel Macron? Voilà. Ou alors, euh, oui, non, c'est ça, Qui est Emmanuel Macron? Ça me semble bien, j'ai juste d'y penser. J'avais un autre titre là, mais on s'en fout de toute façon. Donc si vous voulez, il y a quand même, je dirais, un problème tout simplement. euh, bon, je vais arrêter de chercher des mots vraiment adapté ou perfecte pour le discours. Euh, on observe une forme de problème entre le personnage qui se montre en quelque sorte et le personnage qui agit par la suite. Ça me fait déjà penser à une analyse, mais bon. Si vous voulez, comme je l'ai dit en premier lieu, je ne vais pas le répéter, personnage qui paraît sympathique, accessible, ainsi de suite, qui discute, qui se mélange, ainsi de suite, et donc personnage présidentielle qu'on aimerait avoir en se disant ah ben si ce personnage il est comme il se montre, nous avons un président de la République super et à qui on peut s'exprimer, à qui on peut parler, à qui on peut faire des demandes et une personne qui a l'air sincère pour venir vous aider, vous tendre la main. Néanmoins, nous avons remarqué dans le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il en est tout autre. Voilà. Donc il y a effectivement une sorte d'incohérence, voilà, je cherchais le terme, une forme d'incohérence entre ce qu'il montre à la télé. Alors il sait pertinemment qu'il est filmé, ça serait peut-être intéressant, alors ça n'arrivera jamais, mais ça serait intéressant qu'il fasse une rencontre de population et que finalement qu'il n'y ait pas de caméra, que ce soit juste du journalisme papier qui relate l'interaction et tout ça. Mais enfin ça n'arrivera jamais parce qu'on est dans une ère des médias et il s'en sert énormément, comme vous avez pu le remarquer. Mais néanmoins, en deuxième point, comme je voulais le développer, parce qu'on est déjà à 7 minutes 26 et vous avez déjà compris de quoi je voulais parler, eh bien, dans un deuxième point, nous avons un personnage qui est extrêmement difficile euh, à contrôler, d'une part, qui est difficile à comprendre et qui apparemment ne souffre aucune demande de la part de qui que ce soit, puisque vous savez, le roi et l'omnipotence macronienne, l'omniprésence et l'omnipotence macronienne présentes depuis 5 ans à la télévision, aussi accompagné de sa femme qui a beaucoup plus de pouvoir que vous ne pouvez le penser, et moi je l'avais déjà saisi, et là il y a eu effectivement une affaire récente par rapport à l'éducation nationale qui a fait qu'on a vu que Brigitte Macron s'ingérait dans des affaires qui sont d'ordre ministériel, ce qui est normalement, une fois de plus, anticonstitutionnel, ne devrait pas avoir lieu d'être. Qu'elle lui parle à l'oreille et qu'il en tienne compte, on ne peut, c'est un peu comme de l'argent liquide, on ne peut rien faire contre. Mais néanmoins, qu'elle elle-même mette un tampon personnel pour mettre en avant une affaire et puis faire quelque chose sur un plan institutionnel, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu, en théorie, dans une république digne de ce nom. Donc, je vais venir donc au point numéro 2 ou effectivement Emmanuel Macron, parce que je me posais la question, je me disais, le problème c'est que Macron, je me disais, si je me retrouvais moi-même en face de lui, que pourrais-je lui dire? Je me disais, euh, le problème c'est que vous voyez, on se laisse trop avoir par les apparences, et ça c'est le problème fondamental de l'être humain qui ne fonctionne en grande partie que par l'œil, en quelque sorte. Les apparences sont très importantes, et on a un type qui présente bien, bon, c'est pas la question du costard, mais un type qui a l'air ouvert, sympathique, ça, bon, vous avez compris, hein, je l'ai déjà fait en première partie de vidéo, là, donc je ne vais pas recommencer parce que ça serait perdre du temps et vous avez très bien saisi. Euh, mais néanmoins, on a une personne qui fait l'inverse. Alors du moins, qui est proche de faire l'inverse. Donc, la question, c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette vidéo. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire si je me retrouvais en face? Parce que peut-être que moi aussi, je me sens comme happé, en quelque sorte, je me sens comme aspiré par finalement, comment je pourrais dire, euh, sa façon de paraître, en quelque sorte, sa façon de
de faire la personne qui se sent proche des gens. Et je me suis dit, c'est quand même grave que moi-même, qui suis absolument très très peu influençable, vraiment, enfin du moins, je me situe comme une personne vraiment peu influençable euh, par rapport à d'autres, hein. Déjà, la société, moi, c'est pas, je suis pas une personne qui évolue facilement et énormément au sein de la société, hein. Je suis assez solitaire, enfin bon, bref. Je vous passe les détails. Les gens qui me connaîtront pourront vous le confirmer. J'ai des activités assez introverties, artistiques, ce genre de choses, mais enfin bref. Bon voilà. Donc, vous savez très bien quand même, il est 10 minutes 30, donc c'est vraiment très long, je suis désolé. Vous savez très bien ce qui s'est passé pendant le quinquennat de Macron. Alors, en particulier, je me disais de quoi je pourrais lui parler si je l'avais en face. Parce que ce mec avec sa gueule enfarinée, il arrive et qui fait le mec sympa. Qu'est-ce que je pourrais lui dire sans me faire avoir comme un bleu, comme je pense 90% des gens, voire peut-être même plus? Eh bien, la première chose à dire, c'est que il s'est peu occupé de la pauvreté. Alors même si là, il veut faire une revalorisation des minima et du SMIC, c'est quand même, il faut bien le dire, après son élection. Il a quand même eu 5 ans pour le faire, rien n'a été fait. Donc là, je me disais, j'aimerais lui poser des questions sur la pauvreté. Qu'est-ce que vous comptez faire, par exemple, pour le pouvoir d'achat, qui était une question fondamentale de la présidentielle? Qu'est-ce que vous comptez faire contre la pauvreté? Comment voulez-vous lutter contre la pauvreté? Parce que les beaux discours, c'est facile, et les chèques, il ne suffit pas de donner 100 euros pour que la pauvreté soit éradiquée. Et quand je parle de pauvreté, elle est multiple. Ça peut être les gens en dessous du seuil de pauvreté, ça peut être les SDF, les gens qui sont à la rue, ça peut être aussi les migrants qui ont vraiment une vie misérable et qui en plus se font justement, voyez par exemple un acte qui va à l'encontre de ce qu'il est, Macron, c'est par exemple lorsque il autorise les préfets, parce que les préfets sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, qui lui-même est sous l'autorité de Macron. Donc quand il autorise à ce qu'on prenne les tentes des migrants et qu'il n'ait aucun lieu où dormir finalement, enfin qu'ils ne puissent pas, ça j'ai bien compris, c'est pour pas qu'ils fassent de campement. Mais alors, ils vont où? Ils vont dormir dans les bois, s'il y a un bois, ils vont où? Dans les champs, en bord de plage? Dites-moi, puisqu'il n'y a pas de centre relativement bien aménagé pour eux. Ou alors, des centres qui ressembleraient à des centres de rétention. Donc, si vous voulez, sur le point de la pauvreté, il y a quand même un grand questionnement à poser à ce nouveau candidat, enfin ce nouveau candidat, à ce nouvel élu, hein, ouais, bon, là j'étais encore au stade de candidat. Si vous voulez, j'y crois quasiment toujours pas qu'il ait été élu. De toute façon, bon, lui ou Marine Le Pen, ça aurait été kiff-kiff bourricot de toute façon. Pas pareil, non, mais bon, enfin bref, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous regarderez, c'est ma dernière vidéo, et je ne voulais pas parler de Marine Le Pen dans cette vidéo. Donc si vous voulez, il y a déjà cette question de la pauvreté. Alors on sait très bien que lorsqu'il est arrivé dans son premier quinquennat, il a aussitôt enlevé l'ISF, ce qui l'a servi lui-même, étant redevable lui-même de l'ISF. On sent vraiment que c'est un personnage qui favorise beaucoup les copinages et ses amis. Alors, c'est bien de vouloir aider ses amis, mais dans le privé, pas dans le public, parce que la fonction présidentielle n'est pas une fonction privée, que je sache. Le problème, c'est qu'il a une culture d'entreprise extrêmement importante et que ce personnage, j'ai vraiment l'impression qu'il gouverne la France comme il gouvernerait une entreprise dont il serait le chef, tout simplement. Alors donc, il y a effectivement le premier point que je pense qu'il serait important de discuter avec lui, qui est, pas l'éradication, parce que c'est quasiment impossible, mais qui est comment lutter contre la pauvreté et quelles seraient les mesures qu'il mettrait en place, et non pas des chèques de 100 euros ou je sais pas quoi, enfin vous m'avez compris. Deuxième point, la répression policière. Effectivement, il fait le mec sympa, mais néanmoins, dès qu'il y a une manifestation, les manifestations aujourd'hui ne sont plus que des ersatz de manifestations. Ce sont des manifestations ultra encadrées avec quasiment autant de policiers que de manifestants. Euh, Lorsque les manifestants ne sont pas plusieurs milliers, parce qu'il y a quasiment plus de 1000 policiers, hein. Je sais pas, hein, je ne les ai pas comptés, mais une chose est sûre, ils sont plusieurs centaines. Donc, euh, la question de l'autorité, enfin, de l'autorité démocratique de pouvoir s'exprimer correctement en manifestation. Déjà, les manifestants ne peuvent même pas aller dans les lieux où ils veulent, enfin dans les lieux, autour des lieux où ils veulent. À partir du moment où ça s'approche trop du pouvoir, ah ben non, c'est interdit. Comme quoi, il serait interdit de manifester dans certaines artères de la France et pas dans d'autres. Déjà, tout cela est étrange, déjà. Donc, il y a question des violences policières et des manifestations. En deuxième point. Après, en troisième point, euh,
évidemment, alors justement, j'y pensais plus parce que justement, si je me suis mis à faire cette vidéo, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, je me sentirais en quelque sorte happé par le côté cool de Macron, et devant ça, eh bien, ça fait un peu perdre ses moyens en quelque sorte. Et vous voyez, justement, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo justement pour parler de ça parce que je trouve ce sujet intéressant pour qui est Emmanuel Macron finalement? Quel personnage est-il? Quelle, quelle psychologie euh, a-t-il dans son fonctionnement en quelque sorte? Donc, si vous voulez, je me disais, le troisième point, alors bon, il y avait ces deux points-là, le troisième point, parce que des points, il y en a beaucoup, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les mensonges à Macron hein, avant l'élection, donc si vous voulez la regarder, je vous remercie. Et évidemment, là, bon, là, je les ai pris, histoire de ne pas avoir de trous, mais bon, justement, j'ai pas trop envie de les utiliser parce que j'ai fait énormément de points et je voulais mettre les points les plus importants, en fait. Alors évidemment, il y a le problème McKinsey, mais ça n'était pas ce problème-là dont je voulais parler maintenant. Il y avait donc, je vais essayer de réfléchir en buvant un coup de café et en allumant ma clope, parce que vous savez, hein, KMVP, tout est brut, hein, je ne prépare rien du tout. Alors, évidemment, il y a le problème du pouvoir d'achat, euh, le problème de la pauvreté, le problème évidemment de la répression policière des manifestations, évidemment qui implique le problème des gilets jaunes, hein, qui est des choses des pires de son quinquennat, hein, et des pires pour lui aussi, hein, qui l'a vraiment mis dans la merde en quelque sorte. Euh, Qu'y a-t-il aussi Oui, je dis, ah oui, oui, voilà, justement, j'ai retrouvé mon troisième point, c'est aussi souvent le passage en force institutionnelle. Vous voyez bien qu'avec sa majorité, combien de fois euh, en fait, il gagne par le nombre. Et puis, on voit bien aussi qu'il a un peu muselé le Sénat. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça que je le sens. Il a un petit peu muselé le Sénat, puisque le Sénat ratifie quasiment, il a ratifié pendant 5 ans toutes les lois de Macron. Il n'y a jamais eu une loi. Alors, de temps en temps, ils ont demandé de retoquer ce genre de choses. Mais retoquer, en fait, il rayait un truc vraiment pas important pour pouvoir conserver le plus gros au départ, même si c'était un endroit du plus gros qui faisait défaut, vous voyez. Donc, donc effectivement, la question institutionnelle et constitutionnelle sur laquelle il s'est relativement assis avec le fait qu'il ait une majorité, et ça c'est très important, une majorité très très forte à l'Assemblée, et justement c'est pour ça qu'il faudra aller voter aux législatives, ça sera très important pour les gens qui ont soutenu l'Union populaire, et tous ceux qui se disent de gauche, hein, puisque aujourd'hui, vous voyez bien, il est difficile parfois de reconnaître la gauche de la droite aujourd'hui. Même Marine Le Pen fait un petit peu de gauche dans son programme. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on a une sorte de chevauchement des identités politiques en quelque sorte. Donc bref, donc voilà, donc la question institutionnelle aussi et constitutionnelle. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi que Macron, pour qu'il soit un mieux, un meilleur président, qu'il puisse aussi accepter la défaite institutionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'une loi est vraiment remise en question, qu'il accepte parfois de faire des concessions sur ces lois, ce qui n'a jamais été le cas. À partir du moment où une loi n'avait pas été acceptée à l'Assemblée au premier tour, enfin au premier lancement, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je vais vous le dire, c'est relativement simple. Il y avait des coups de fil dans tous les sens, parce qu'il n'y avait jamais la totalité des gens de la République en marche qui étaient à l'Assemblée, il y avait toujours des absents. Et là, c'était branle-bas de combat. Ouais, faut venir pour voter, faut venir pour voter. Résultat, bon, bah, vous vous retrouvez avec 30 gus ou gonzesses, même s'il y en a qui n'aiment pas ce terme, euh, qui se retrouvaient en plus. Et puis, bah, bizarrement, il y avait 30 ou 40 voix supplémentaires et ça passait. Voire même, il y avait des liens avec d'autres petits partis qui s'étaient plus ou moins abstenus ou avaient mis des points d'interrogation, et probablement qu'il y avait des tractations où, en coulisses, on devait leur promettre probablement quelque chose pour que les gens votent cette fois-ci de manière beaucoup plus importante pour la République en marche, et à chaque fois, toutes les lois sont passées, elles sont passées, elles sont passées, et elles sont passées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bruno Le Maire a déjà parlé que pour la réforme des retraites, qui de toute façon va passer, moi je vous le dis, ils vont la passer, ce sera peut-être compliqué, mais ils vont la passer, et ils vont essayer de la passer avant les législatives, je pense.
pour justement éviter de perdre des voix à l'Assemblée. Parce que c'est une réforme importante pour eux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bah pourquoi? Pour recevoir des impôts. Enfin bref, 20 minutes 03. Et donc voilà, donc il y a aussi le problème institutionnel et constitutionnel d'Emmanuel Macron. Donc en troisième point, ce qui nous amène au quatrième point, la question de la République exemplaire, et en particulier avec l'argent dépensé dans les cabinets McKinsey. Évidemment, plus de 2 milliards, et on ne parle que de McKinsey, il y a eu d'autres cabinets aussi. Donc il y a quand même énormément de choses qu'on pourrait dire à Emmanuel Macron si on l'avait en face. Et j'ai remarqué chez ce personnage que généralement, il rigole quand les gens avec qui ça se passe bien, il est super sympa, il rigole quand ça se passe bien, mais dès qu'on commence à lui poser des questions un petit peu percutantes, ou alors des choses qui le remettent en question sur le fond et non pas la forme, ou même sur le fond et la forme, là tout de suite, on sent que le personnage se crispe, se bloque, et tout de suite, on sent qu'il monte sur une forme de podium, qu'il prend une posture de piédestal de président et qui commence à dire mais attendez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous dites ça, mais vous ne connaissez pas le dossier, tatati tatata, enfin vous m'avez compris. Euh, euh, à la limite, ce qu'il a fait face à Marine Le Pen en décuplé, en démultiplié. Alors la question c'était qui est le personnage Emmanuel Macron? Qui est-il? Et finalement, 21 minutes 20, je vais essayer de ne pas dépasser 30. Hein. Alors excusez-moi, hein, c'était un peu. J'ai un peu tourné en rond dans cette vidéo, mais c'était pas évident. Parce que, bah, évidemment, il y a énormément de points, d'autres points à dire hein, que j'ai exprimés dans les mensonges à Macron dans une vidéo récente que j'ai fait, qui était avant l'élection. Mais les points fondamentaux, si vous l'aviez en face, moi j'imaginais, je me disais, si je l'avais en face, moi qui ai, il me semble, une compétence et une bonne connaissance des faits politiques et de son action depuis 5 ans, parce que bah, c'est un sujet qui m'intéresse et je suis la politique depuis plus de 25 ans. Donc voilà, je me suis dit, le problème c'est que si j'avais ce mec en face qui arrivait avec son sourire en disant bonjour, comment allez-vous? Oh là là, il fait beau aujourd'hui. Ah oui, alors vous êtes qui? Comment vous appelez-vous? Vous travaillez dans quoi? Ah oui, non, c'est un secteur difficile. Enfin, c'est-à-dire que quand vous l'avez en face, vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air, on a l'impression de tomber sur un mec sympa. Et ça ne va pas en cohérence mentale avec les prises de décision, puisqu'on sait très bien que c'est surtout lui qui prend les décisions avec le côté pyramidal omnipotence. Euh, c'est lui qui prend les décisions en particulier. Aucun ministre ne peut prendre une décision sans son aval, je pense. Et donc, on a vraiment, c'est comme si en fait, ce mec avait une double personnalité, je tiens à le dire. Donc, on a vraiment un personnage qui est en dualité. Alors la question c'est, le fait-il exprès ou est-il victime lui-même de sa propre psychologie de façon inconsciente? Alors là on peut en arriver à ce point et bah ouais, bah, je terminerai par là puisque vous m'avez bien compris. Euh, mais le problème c'est que, parce que bah moi j'ai mon idée là-dessus évidemment, euh, étant clinicien, j'ai mon idée, enfin j'ai une formation clinique, hein, je ne peux pas me qualifier de thérapeute car je n'ai jamais mis encore en place de thérapie. Donc voilà, je le dis. Euh, mais je serai autorisé à le faire. Donc, finalement, ce KMVP m'aide un peu à comprendre qui est le personnage. Parce que il y a deux cas de figure. Soit il le fait exprès, et c'est une mise en scène pour ce qui est probable, mais quand on le voit, on a l'impression quand même d'une certaine sincérité. Alors je veux bien croire qu'il a fait du théâtre, mais de là à surjouer de façon quasi parfaite un personnage, il y a quand même, je pense qu'il y a une forme de sincérité, du style, vous savez qu'il est très tactile, il touche les gens, il tape dans le dos, il fait des selfies, nanani, nanana. Il a un petit côté rockstar en fait, en quelque sorte. C'est une rockstar ratée en quelque sorte. Il aurait aimé peut-être faire de la scène. Je pense que c'est un personnage, d'ailleurs avec Brigitte, machin, il aurait aimé faire de la scène, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, tous les politiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, ont voulu devenir finalement comme des stars de la musique ou des stars de cinéma. Puisque en fait, les stars de musique et les stars de cinéma sont les premières stars d'origine à avoir créé autant d'engouement à travers leur image, en quelque sorte. Donc, en gros, voilà, c'est une forme
soit c'est une mise en scène, alors en ces cas-là, la perversion est vraiment énorme, ou soit finalement il y a, je dirais à la fin qu'il y a un peu des deux, ou soit ça n'est pas mis en scène, et là dans ces cas-là, ce gars-là a une dualité psychique qui est inquiétante. C'est-à-dire que devant, alors après, c'est aussi l'hypocrisie, hein, vous voyez, mais ça rejoint le côté un. Soit devant, par devant, il fait, ouais, je suis super sympa, je suis un mec sympa, mais quoique, il y a aussi l'histoire de l'évolution politique, parce que quand il avait dit à un jeune de traverser la rue pour trouver du travail, que lui, il lui en trouverait, bah évidemment, lui, lui, avec les appuis qu'il a, évidemment qu'il trouverait du travail à n'importe qui. Mais ça n'est pas facile pour tout le monde, évidemment, vous le savez. Donc soit en numéro 2 parce qu'on est à 25 minutes 40, parce que si vous voulez, je réfléchis en même temps, hein. Je n'ai rien préparé. Donc, 25 minutes, oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Soit en numéro 2 il est vraiment sincère, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est vraiment sincère, et dans ces cas-là, dans sa psychologie, il y a un scindement, en quelque sorte, une dualité mentale. Et là, je dirais qu'à la limite, ça serait, j'allais dire, plus grave, en quelque sorte, puisque lui-même n'aurait pas d'emprise sur cette dualité, comme une forme de trouble psychopathologique, tout simplement, une altération psychique, tout simplement. Vous voyez jusqu'où j'en viens quasiment. Souvent, vous savez, les troubles mentaux ne sont pas toujours visibles de prime abord. C'est pas parce que un mec, il n'est pas en train de parler tout seul dans la rue à un mur en pensant que c'est un extraterrestre que le mec n'a pas de troubles mentaux. Il y a des gens qui ont des troubles mentaux, mais intériorisés, et qui ne vont jamais ou très rarement exprimer dans leur entourage. Peut-être que c'est le cas d'Emmanuel Macron. Donc là, je voulais répondre à la question qui est Emmanuel Macron. Euh, Parce que ce personnage est quand même bizarre, je le trouve bizarre. Donc si on est dans le second point que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il a une dualité psychique, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose de chez lui qu'il ne contrôlerait pas et qui est cet aspect négatif de l'omnipotence, omniprésence comme le roi et l'antidémocratie, puisque évidemment toutes les lois passent, c'est lui qui décide de tout, il fait de la répression à outrance, il n'y a pas de violence policière, il ne reprend jamais un de ses ministres qui dit une bêtise, et aucun ministre ne démissionne quand il y a des problèmes. Et puis il parlait de république exemplaire, bon, je ne vais pas refaire tous les faits, Ferrand, McKinsey, il y en a eu d'autres, je ne les ai pas en tête, mais il y en a énormément, vous le savez, pour les plus aguerris, eh bien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, soit il y a un point numéro un et finalement il joue un rôle et il sait très bien où il veut mener les gens et, euh, et l'image qu'il montre à l'extérieur. Et dans ces cas-là, c'est un hypocrite vraiment puissance de sang qui est dans une forme de perversion narcissique, disons-le, ou soit point numéro 2, je dis bien où je ne fais que des, ceci, si la censure tombe sur cette vidéo, je préfère le dire, je suis dans une interprétation et une recherche théorique. Je ne suis pas en train de dire il est ci ou il est ça, puisque justement je ne sais pas, et j'évoque différents points théoriques sur sa personnalité, ce qui n'est pas forcément interdit, puisque parfois on fait faire des expertises psychiatriques à certaines personnes qui n'ont rien demandé. Donc, en point numéro 2, si il fait les choses comme ceci, mais qu'il n'a pas d'emprise, que ça n'est pas objectivement son moi en quelque sorte, ses capacités intellectuelles qui le décident, ça voudrait dire dans ces cas-là qu'il est dominé inconsciemment par une force. Voilà, je ne vois pas d'autres possibilités. Il est dominé inconsciemment par une force d'origine pulsionnelle, puisque vous savez que l'inconscient, c'est le réservoir à pulsions, appelez ça Freud, appelez ça le réservoir à pulsions, et que les pulsions ne cherchent qu'à à se ressortir vers l'extérieur dans un but d'accomplissement. Voilà, je cherchais les termes, pas facile. Dans un but d'accomplissement de la pulsion. La pulsion cherche automatiquement à se réaliser. Autrement, ça n'est pas une pulsion. Une des caractéristiques d'une pulsion, c'est qu'elle est en premier ressort inconsciente, elle provient de l'inconscient et elle cherche à se réaliser dans le conscient. Ou parfois, même le conscient n'a pas d'emprise sur cette pulsion
qui cherche à se réaliser sans que le conscient puisse mettre une jauge morale dessus. Parce que vous savez, qui dit pulsion dit que ça ne va pas ensemble avec la morale. Donc voilà. Donc écoutez, j'étais en train de me poser la question, je pense qu'on pourrait même gratter encore un peu plus, mais là on rentre vraiment dans la psychologie clinique, la psychanalyse, et voire même les faits psychopathologiques. Euh, on pourrait gratter plus. Donc la question c'est qui est Emmanuel Macron? Ce qui sera le titre de cette vidéo. Je n'ai pas la réponse, je n'ai que des axes théoriques. Euh, et donc, eh bien, j'espère que ça vous aura peut-être un peu aidé à gratter un peu le personnage, parce que il est quand même difficile à saisir. Et ça, euh, j'ai bien envie de continuer. Putain, à chaque fois que je fais une vidéo, ça me gratte le nez. Vraiment, désolé. Donc, si vous voulez, je pense que je vais continuer un petit peu sur des sujets là de médiatiques là, vite fait. Euh, mais je vais je vais être très rapide. Donc 30 minutes. Alors, bah, on va essayer de pas dépasser 40, hein. Vous savez qu'à MVP, pas de cut, pas de montage, tout est brut. Et puis, bah, donc, je fais les choses. Et c'est très amusant que là, à chaque fois que je fais un KMVP, le nez me gratte. Alors là, c'est très intéressant. Je me pose la question pourquoi. Je n'ai pas la réponse pour le moment. Et vous savez que. Et je tousse quand je fume aussi. Bah, pas naturellement, c'est uniquement que quand je fais des KMVP. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, je me dis, faut pas que je tousse, faut pas que je touche, je fais une vidéo. Mais à chaque fois que vous vous dites, par exemple, ah, il faut pas, eh bien, vous allez avoir cette fâcheuse tendance à ce que ce phénomène arrive. Et c'est dommage. Alors après, peut-être que ça m'est uniquement personnel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de partagé aussi. Du style, ah, faut que je fasse gaffe, faut pas que je fasse erreur, faut pas que je fasse erreur, faut pas que je fasse erreur. Eh ben, finalement, l'erreur arrive parfois. Et, euh, souvent, quand ça gratte, vous savez que les réactions de grattage sont par rapport à des inflammations que le corps essaie de gérer et que lorsqu'on a des boutons, ce genre de choses-là, c'est une réaction à une inflammation du corps. En fait, c'est une forme de guérison. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être, comme j'ai peut-être des petits problèmes de naso, hein, tout simplement, entre fumée, le vieillissement, tout ce qu'on veut, ben, je me dis finalement que le KMVP que j'aime bien faire m'aide peut-être et que ça me gratte. Alors oui, une analyse hein, comme une autre. Ah oui, mais de toute façon, moi je vous le dis, KMVP, j'analyse tout. C'est comme ça, j'analyse tout. Pour moi, il n'existe pas de hasard. Alors évidemment, euh, j'allais dire non, enfin non, je ne trouve pas. Mais pour moi, le hasard soit n'existe pas, ou soit existe très peu. Bon, voilà. Donc tout a une explication, et même les phénomènes les plus incompréhensibles ont une explication. Et même ceux qui n'ont pas encore d'explication en ont une. Oui. Bon, enfin bref, là je me perds un petit peu de toute façon. Donc, je voulais dire, alors j'ai fini un petit peu le sujet qui est Emmanuel Macron, hein, vous voyez, j'ai développé les deux points. Si vous vous souvenez pas trop de tout, eh ben, remettez-vous la vidéo, tout simplement, ça me fera une deuxième vue. Je vous en remercie. Euh, je voulais en fait revenir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces 5 ans? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, je vais pas développer parce que il y en a pour 1 heure. Mais qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces 5 ans? Si c'est le point numéro un, c'est-à-dire, de toute façon, dans les deux cas, voilà, dans les deux cas, on est perdant. Si c'est le point numéro un, c'est-à-dire qu'il est comme ça, mais qu'il sait ce qu'il fait derrière, eh ben, il va continuer à le faire puisqu'il le fait de manière consciente. Et si c'est le... Alors, à moins qu'il ait des soucis. Il y a aussi la question de la lutte qui peut le faire reculer. Mais si c'est le point numéro 2, c'est encore pire, puisqu'il n'est qu'à moitié conscient de ce qu'il fait. Et là, dans ces cas-là, ça n'est pas lui qui commande dans son propre cerveau. Donc alors là, dans ces cas-là, j'allais dire, ça serait encore plus compliqué. Mais alors, on aurait quelqu'un qui basculerait, qui aurait une tendance à la psychopathologie, hein. Bon, voilà. De toute façon, le cas numéro un est aussi une tendance à la psychopathologie parce que c'est une forme de perversion. Et le cas numéro 2 serait plutôt une forme, je dirais, de petite psychose en quelque sorte. Parce que s'il fait des choses dont il n'a pas la commande interne, là je suis désolé, à partir du moment... Alors après, on peut pas dire parce que, comme Freud l'a démontré aussi, parce qu'on peut pas dire non plus que Macron Macron, est psychotique. On ne va pas aller jusque-là, parce qu'il ne pourrait pas exercer sa fonction présidentielle, évidemment. Mais, comme le disait Freud, je vous conseille de lire Psychopathologie de la vie quotidienne. Alors, enfin bon, c'est hyper, c'est un gros pavé.
assez difficile. Mais il y a des choses très intéressantes. C'est-à-dire que Freud a prouvé que chez tout être humain, même soi-disant dit normal, il y avait toujours comment dire ça, une, une zone qui n'était pas dominée par son conscient. Comme par exemple, il suffit de donner la preuve avec les rêves. Les rêves sont toujours très intéressants parce que c'est l'objet le plus visible de l'inconscient. Vous voyez les rêves, tout le monde rêve, donc c'est la normalité de rêver. Néanmoins, le rêve est complètement barré, il est complètement psychotique, le rêve. Et il représente aussi une certaine réalité, puisque lorsque on se retrouve dans le rêve, je l'ai dit la dernière fois, on y croit à fond. Donc 35 minutes 35, je vais accélérer. Donc voilà, donc dans le deuxième cas, dans tous les cas, on est perdant. Après aussi, il y a aussi les tenants aboutissants personnels d'Emmanuel Macron, qui est aussi l'Europe, qui est aussi l'Ukraine, qui est aussi les rapports internationaux. Donc quand vous mettez tout ça dans une tambouille et que vous essayez d'en faire sortir quelque chose, d'en faire sortir le lapin, eh bien, à la fin, vous obtenez un porc-épic, probablement. Donc voilà, je suis assez content de cette expression que je viens d'inventer sur le moment. Donc voilà. Donc bah voilà, écoutez, je voulais vous dire ça. Bon bah qu'est-ce qui va se passer? Probablement, ça va continuer sur la même lancée, probablement, puisque dans les deux cas, on est perdant. Alors à moins qu'il recule. Et moi je pense finalement que c'est, étant donné que c'est un homme purement politique, enfin pas au départ, mais quand même très construit par la politique depuis très longtemps, il n'y a que la politique qui peut le faire reculer. Et qu'est-ce qui peut le faire reculer? Ben, dans la politique, c'est les sièges à l'Assemblée nationale, c'est les députés, c'est les urnes. Alors là, les urnes n'ont pas fait reculer, mais évidemment, c'était son plan numéro un, se retrouver en face de Marine Le Pen pour obtenir des voix qu'il n'aurait jamais obtenues s'il avait été en face de Jean-Luc Mélenchon. C'est une évidence, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans d'analyse politique pour comprendre ça. Euh, donc, je voulais en revenir. J'ai terminé avec qui est Macron. Et je voulais en revenir. Eh bien, vous savez, par exemple, la fusillade qui a eu, enfin, fusillade, au Pont-Neuf, où il y a eu deux personnes. Là, pour une fois, je suis assez satisfait pour l'instant, de ce qui vient de se passer. Où il y a eu quand même deux morts dans un véhicule et un blessé par les forces de police. Alors, apparemment, il n'y a qu'un seul type qui a tiré. Donc, comme quoi, ils n'ont pas pris tous la même décision. Il n'y a un seul type qui a tiré et il aurait tiré une dizaine de coups de feu. Résultat, quand même, deux morts et un blessé dans la voiture. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant plus qu'il semblait que cette voiture n'était pas. Mais après, c'est l'enquête qui le dira, hein. Je ne sais pas, je ne fais que des hypothèses, je le rappelle. Euh, D'autant plus qu'il paraît que la voiture était à l'arrêt, d'après ce que j'ai compris. Il y a plusieurs sons de cloche, donc ne m'en veuillez pas si je me trompe. Il y en a qui disent qu'elle était à contresens et qu'elle roulait, il y en a d'autres qui disent qu'elle était à l'arrêt. Alors le problème, c'est qu'on a plusieurs news sur un même fait. Alors moi, je ne suis pas fautif si je fais une erreur à ce niveau-là. L'erreur, il faudrait que les médias s'accordent hein, à un moment donné. Donc voilà, donc là, la personne a été mise en examen et déféré. Bon, euh, c'est quand même relativement normal, il y a quand même deux décès. Alors, quand vous voyez ce Mathieu Vallée, qui porte en plus le nom d'une personne que... Enfin bon, bref, le Mathieu Vallée qui dit oui, est-ce que vous auriez tous les jours des policiers perdent la vie, nanani, nanana, ouais, bah surtout en suicide hein, déjà, et là, c'est pas trop de notre faute, hein. Euh, Perdre la vie parce qu'on leur roule dessus, on leur fonce dessus, ou on leur tire dessus. Franchement, il y a quand même peu de policiers qui se font abattre par arme à feu. C'est arrivé, effectivement, c'est arrivé. Mais finalement, c'est relativement rare quand même. Euh, oui, c'est très rare. Puisque le dernier, c'était il y a un an et demi ou 2 ans, je crois. C'était le type qui s'était fait tirer dessus par un gars qui était dans une voiture lors d'un contrôle, je sais plus où, dans le centre de la France. Depuis, il n'y a rien eu. Il y a beaucoup plus de suicides parmi les forces de l'ordre que de gens qui se font tirer dessus à balles réelles. Je veux dire, là, je suis quasiment sûr de moi. Donc, quand je dis quasi, c'est à 99% pour ne pas dire que j'en suis sûr. Donc voilà, donc quand vous voyez ce type qui est passé maintes fois à CNews, qui avait une tribune publique à CNews en disant ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que les policiers se fassent écraser, je sais pas quoi. Bon, excusez-moi, mais là quand même le policier a tiré à vue, il a tué deux personnes, alors que pour l'instant, rien n'indiquait que sa vie était en danger, qu'il était en légitime défense. Donc non, là, ça va beaucoup trop loin.
ce type est un propagateur, je parle de ce gars, Mathieu V. Alors après, ouais, si tu le cites, tu peux avoir des problèmes, nani, nana. Mais j'ai envie de dire, le mec, il tweet, c'est public, et il s'exprime sur les chaînes de télévision. Ainsi, c'est un personnage public. Je ne sors pas de, de phrases qui auraient été issues, que j'aurais enregistrées à son insu dans sa vie privée. Ce sont des tweets publics. Alors, moi, bon, je suis désolé, mais je suis absolument pas d'accord avec ce personnage. Et je pense qu'en démocratie, nous avons le droit de ne pas être d'accord, surtout avec des gens qui ont des tribunes publiques tout au long de l'année à la télévision. Mais en fait, tout dépend des médias, parce que quand les médias en avaient besoin, eh ben, il était énormément là. Et puis, quand c'est passé à l'Ukraine, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, depuis que c'est passé à l'Ukraine, à leur coronavirus, entre les deux, là, c'était que des médecins. En fait, vous savez, l'implication des médias dans l'influence mentale est beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Quand les gens ils disent oui, mais nous on ne fait que relatives informations, et non, non, mais franchement, je peux vous dire, c'est comme le cinéma, c'est pareil, ça a beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. D'ailleurs, on voit bien que Netflix, qui favorise un certain wokisme, par exemple, si vous voulez, c'est un peu une forme d'interaction de serpent qui se mord la queue. Eux, ils alimentent un côté, et l'autre côté va réalimenter l'autre côté, et ça fait une forme de cercle infernal, je dirais. Vous voyez? Donc bah voilà, moi, je suis assez content de cette vidéo, j'ai pas trop eu de trous mentaux. Donc voilà, je voulais parler aussi, il y avait un deuxième truc, donc il y avait cette histoire de policier là, oui, où j'étais satisfait parce que le type est mis en examen. Voilà, il est mis en examen et il va devoir répondre. Alors, ouais, l'IGPN, il y a à boire et à manger, est-ce que c'est vraiment efficace? N'y a-t-il pas une collusion? Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Mais néanmoins, je suis quand même satisfait que 2 jours après, la personne soit mise en examen. C'est parce que bon, il y en a quand même un petit peu marre qu'il se passe d'énormes choses répréhensibles de la part des forces de l'ordre. Bon, moi personnellement, il m'est arrivé une seule fois un truc répréhensible, qui n'est pas vraiment très grave, mais quand même répréhensible, hein, puisque l'un des policiers m'a dit une fois où j'étais en contestation, m'a dit vous avez des problèmes avec votre père? J'ai répondu, êtes-vous psychologue? Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous permet de faire une analyse sur ma personnalité? Voilà. Et de mettre en défaut ma personnalité ou ma famille. Voilà. Donc, parce que bah, il n'avait pas de chance. Moi, je lui ai sorti ma carte de DESS de psychologie. Et je lui ai dit, vous avez fait une formation pour dire ce genre de choses? Et il m'a dit, ouais, j'ai fait une semaine. Je lui ai dit, ouais, c'est pas suffisant. Bon, enfin bref, voilà ma petite histoire de contestation avec un policier qui faisait un excès de zèle et qui m'a mis quand même un petit 90 euros d'amende pour un faux stop défaillant. Évidemment, quand même pas, voilà, hein. Donc voilà, bon, mais ça c'est ma petite histoire personnelle, hein, puis j'en ai rien à foutre, c'était pas très grave. Mais enfin bon, l'histoire est un peu plus grave parce que j'avais un ami qui lui s'est fait embarquer. Il s'est fait embarquer, voilà. Il était noir. Oula, faut pas que je dise ça, oulala. Il était bip. Bon, enfin bref, voilà, petite histoire personnelle, là, en passant 43 minutes. Désolé, le KMVP est long, mais voilà, j'avais envie de le faire au départ, alors je dérive un peu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, donc, il y avait cette histoire-là, et il y avait une autre histoire, ça me gratte, il y avait une autre histoire, je ne bois pas ce café, il est froid. Vous savez, KMVP, live and direct, et bah voilà, hein. Donc, il y avait une autre histoire. C'est quoi l'autre histoire? C'est pas Elon Musk rachète Twitter, bien que ce soit intéressant. Il y a une autre histoire, il y a l'histoire des policiers et il y a un deuxième truc. Putain, je m'en souviens plus. Ben, c'est pas grave. Il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment. Il y a entre l'Ukraine, Poutine, Poutine qui fait des menaces d'armes atomiques. Personnellement, moi, je le prends au sérieux. Quand vous voyez, par exemple, je vais peut-être terminer là-dessus, enfin, non, voilà. Quand vous voyez qu'il y a des canons César, je ne sais même pas ce que c'était au départ, qui ont été envoyés à l'Ukraine, et qui, quand ils parlent aussi, il faut faire très attention à la sémantique des mots utilisés, qui contournent la vérité souvent, parce qu'en fait, KMVP aussi, c'est une recherche de vérité. Euh, Lorsqu'ils disent ce sont des armes défensives, mais qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai envie de dire, pour moi, une arme défensive, c'est un bouclier, un vrai bouclier, comme au Moyen Âge, c'est une arme défensive. Quoique ça peut être offensif aussi, parce qu'on peut mettre un coup de bouclier et ça a existé. Néanmoins, ce serait une arme plutôt défensive. Mais quand vous dites c'est une arme défensive, alors que c'est une arme létale qui peut tuer avec des projectiles, bon, ils disent défensive parce que l'Ukraine se défend contre la Russie. Alors, j'ai bien compris.
Mais en même temps, c'est un peu travestir la réalité, la vérité. Aucune arme n'est défensive, à moins que ça soit une protection par balle. Voilà. Donc, ou un blindage. Donc, le problème des gouvernements actuels, il n'y a pas forcément que celui de la France, mais la France est quand même bien au niveau là-dedans. C'est le travestissement, sans faire de mauvais jeu de mots, qui est à la mode aussi, de la réalité, avec un changement de sens de la sémantique des mots, tout simplement. Les mots ne sont plus utilisés dans leur sens premier, qui est leur sens véritable. Et ça, c'est vraiment une très grosse problématique. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, j'aime bien la langue française et j'aime bien utiliser la langue française. Et je pense que je manie à peu près correctement la langue française par rapport à la moyenne. Eh bien, euh, moi, c'est très important. Et lorsqu'on est psychologue aussi ou thérapeute, le mot en psychanalyse, ça fait tout. Le mot fait tout, le discours fait tout. Alors, à partir du moment où on a un discours qui est erroné, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qui dit la personne. Si le discours est jugé comme erroné, eh bien, l'acte et l'action sera elle-même erronée, selon moi. Bon, enfin bref. Donc, bon, vous avez vu, alors je vais passer en revue toutes les petites merdes, hein. Donc alors, enfin les petites merdes ou pas, Elon Musk rachète Twitter et soi-disant va favoriser la liberté d'expression. Eh bien écoutez, nous verrons bien. Pour l'instant, je le crois. C'est vrai qu'il est assez délirant comme personnage. Et bon, on verra bien. Ça va poser un problème aux politiques qui, justement, veulent censurer de plus en plus, en particulier Macron, une fois de plus, veut censurer les réseaux sociaux, soi-disant à cause du harcèlement, hein. Mais bon, la censure va bien l'aider aussi, personnellement, dans, sa façon de gouverner. Euh, on a aussi, alors j'allais dire ce pauvre, voilà, oui, oui, on peut le dire, ce pauvre Le Digue Benjamin qui s'est fait éclater, alors il s'est pas fait éclater, mais il s'est fait quand même bien malmener au sol par coup de pied. Voilà, je pense pas que ce soit une solution. En plus, il s'est fait juger coupable à cause de son twerk dans l'église, hein, que j'appelais le twerker fou, hein. Alors, son problème, je pense que le point positif de tout cela, parce qu'il y a quand même un point positif, il y a toujours un point positif même dans le négatif. Désolé, ça sera une vidéo longue. Euh, le point positif, c'est que ça va peut-être lui passer l'envie de récidiver, de recommencer. Parce que le mec, là quand même, ou alors son but, il a peut-être un but inconscient qui est de se faire haïr par le plus grand nombre. Je ne sais pas. Parfois, vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et eux-mêmes ne le savent pas. Donc, donc voilà. Alors bon, évidemment, je condamne. Évidemment, jamais ce type, il faut le rosser à coups de pied dans la tête. C'est évident, évidemment. Mais j'allais dire qu'en gros, il a un peu créé la provocation. Et ce qui pourrait être drôle, c'est que, en fait, après, je n'en sais rien. Mais là, bon, là, ça commence à partir dans les tréfonds, hein. Mais que ça soit des gars qui soient. Alors après, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais si se promenaient à côté d'une Tessie ou un truc comme ça, que ça soit des gars qui seraient d'obédience musulmane, qui auraient rossé un mec, et comme quoi, vous voyez, la foi, parfois, euh, qui auraient rossé un mec qui aurait fait un scandale dans une église. Voilà. Donc, bon, enfin bref, je n'en sais rien, je ne sais pas. Et puis, non, mais après, bon, personnellement, je trouve que voilà, c'est pas bien ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis le pauvre. Et en même temps, il a pris beaucoup de risques. Et ça, j'en ai déjà parlé du twerker fou, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que bah, pour faire ça, il va pas bien dans sa tête. Donc, euh, en gros, bah, évidemment, pour lui, ça n'est pas grave. Parce qu'en fait, il en a rien à foutre des religions. Et même, il rejette les religions. Un peu comme l'affaire Mila, vous voyez. Mais le problème. Alors, enfin, tout ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et le problème, c'est que le gouvernement, avec l'affaire Mila, par exemple, le gouvernement, par une présence policière pour la défendre, pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit et tout ça, le gouvernement, en gros, lui dit, c'est bien continuer, en fait. Et donc, elle se sent complètement légitime, cette personne. Je ne parle pas de Ben, mais de l'autre, elle se sent complètement légitime puisqu'elle a l'appui gouvernemental. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été condamnés pour l'avoir soi-disant insulté ou menacé sur Twitter. Et justement, c'est ça qui est intéressant, puisque maintenant que Elon Musk a racheté Twitter, est-ce que il va être possible que
des tweets soient utilisés judiciairement? Je pense que oui, mais ça va être un peu plus complexe. Parce que l'État fait comme si c'était lui qui gérait Twitter. En fait, l'État ne gère rien du tout. Twitter n'appartient absolument pas à la France. Vous allez me dire aussi, YouTube non plus, Google non plus. Mais c'est plutôt de politique à politique, France vs US. Mais là, Twitter, ça va être vraiment un truc privatisé avec un seul gars à la tête. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais peut-être m'arrêter là, bien que j'aurais peut-être envie de continuer pour raconter je sais pas quoi, mais il fallait que je me fasse un peu d'Elden Ring, hein, tout de même. Euh, et donc, bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Ça peut paraître un petit peu barbant, là, ce que je viens de faire, voire un peu indigeste, ce que je comprends, mais néanmoins, je pense qu'il y avait quand même des points à l'intérieur qui étaient pas inintéressants et qui permettent un peu peut-être de faire avancer un peu le schmilblick. Voilà, bon, c'était KMVP, je voulais parler d'autres trucs, mais c'est trop long. Pas faire une vidéo d'1 heure et demie non plus. C'était KMVP. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais ça vous intéresse, bah, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, c'est le principal. Et puis bah faites monter la chaîne, voilà, c'est cool. Et puis méfiez-vous des apparences, pensez par vous-même, comme je le dis souvent. Et puis bah portez-vous bien et à la prochaine.